Nous sommes en 1975, en Virginie, sur la côte est des États-Unis. À 19 ans, Charles McCullers est promis un bel avenir. Mais avant de rentrer à l'université, il prend des vacances prolongées pour voir du pays. Passionné de photos, le jeune homme a l'intention de ramener un maximum de clichés de son périple. Aussi, il jette quelques affaires dans son sac à dos, mais emporte surtout son précieux matériel photo. Charles a sûrement lu le roman Sur la route de Jack Kerouac. Il a laissé son véhicule Volkswagen à la maison et préfère voyager en autostop. En janvier 1975, Charles reste quelques semaines chez un ami à Eugene, dans l'Oregon, sur la côte ouest des États-Unis. C'est encore l'époque des hippies et l'insouciance règne. Charles prend du bon temps et fin janvier, il annonce à son camarade qu'il part seul 2 jours au parc national de Crater Lake pour prendre des photos. Il compte y rendre en autostop. Le parc national de Crater Lake est considéré comme le joyau de l'Oregon, à environ 200 km au sud-est d'Eugene, à mi-distance entre Seattle et San Francisco. Situé au fond d'un ancien cratère volcanique et entouré de forêts sauvages, le lac est l'un des plus beaux au monde. Sa profondeur frôle les 600 mètres, et on a longtemps dit qu'il était sans fond. Ses eaux, quant à elles, sont réputées les plus pures de la planète. Il s'agit exclusivement d'eau de pluie. Le parc national de Crater Lake est relativement isolé. Une seule route mène au site. Et d'une longueur de 53 km, la Rim Drive fait le tour du lac et offre de multiples points d'observation. Nous sommes fin janvier 1975, au cœur de l'hiver, et le parc est peu fréquenté. De plus, il a neigé abondamment à cette période, mais ça ne freine en rien l'enthousiasme de Charles. Il tient à tout prix à immortaliser sur pellicule les paysages enneigés de Crater Lake. 2 jours plus tard, Charles n'est pas revenu. Anxieux, son ami donne l'alerte et les employés du parc national de Crater Lake démarrent rapidement les recherches. Le FBI est également de la partie, car on soupçonne une disparition d'origine criminelle. Le père de Charles fait le voyage en urgence depuis la Virginie pour participer à l'opération de Search and Rescue. Un nombre conséquent de sauveteurs concentre leurs recherches autour de l'entrée nord du parc. Ils passent la zone au peigne fin. Malheureusement, ça ne donne rien. Les représentants du National Park Service, c'est-à-dire l'administration qui gère les parcs nationaux aux États-Unis, on arrive à la conclusion qu'il n'y a aucune chance de retrouver Charles vivant. Mais M. McCullers, lui, n'accepte pas que son fils ait pu se volatiliser de la sorte. Tandis que les équipes de Search and Rescue ont jeté l'éponge, il continue de chercher désespérément son fils pendant des mois. Il va même camper tout l'été 1975, en vain. Plus d'1 an passe. Le 14 octobre 1976, 2 randonneurs s'aventurent par mégarde dans un canyon de Baby Creek, à 19 km à l'ouest de Crater Lake. Dans cet endroit perdu au milieu de nulle part, ils trouvent un sac à dos sale et en lambeaux. Les randonneurs apportent leur découverte au poste des Rangers, qui inspectent le sac. À l'intérieur, ils trouvent des équipements photos, ainsi qu'une clé de voiture avec un logo Volkswagen. Dans le dossier de disparition de Charles McCullers, il est indiqué que le jeune homme est propriétaire d'un véhicule de la célèbre marque allemande. Les fonctionnaires ne mettent donc pas 50 ans à faire le lien. Toutefois, ils sont très surpris qu'on ait trouvé le sac de Charles à Baby Creek. Comment Charles a-t-il pu se rendre jusqu'à cet endroit très éloigné du lac? Surtout que le jour de sa disparition, la région était recouverte par 2,50 m de neige fraîche. Il était rigoureusement impossible de circuler en ski, en raquette et même à motoneige. De plus, Charles était mal équipé. Il avait emporté qu'un petit sac à dos. Eu égard aux conditions climatiques, parcourir une telle distance à pied était infaisable. Une patrouille de 2 rangers à cheval part sans tarder à Baby Creek pour tenter de trouver davantage d'éléments. Arrivés sur place, ils explorent les lieux en quête d'indices. Près d'un pin Douglas effondré, ils repèrent des fragments d'os qui jonchent le sol. Une
descendent de cheval et vont voir de l'autre côté du tronc. Pour les Rangers, c'est un choc. En plus de 20 ans d'expérience, ils n'ont jamais vu ça. Ce que les fonctionnaires du NPS voient les perturbe tellement qu'ils décident de sécuriser le périmètre avec du ruban et d'appeler tout de suite le bureau du FBI de Portland afin qu'ils envoient une Evidence Response Team, une équipe spécialisée en analyse de scènes de crime. Tout laisse à penser qu'on a trouvé Charles McCullagh, ou du moins ce qu'il en reste. Pour que vous visualisiez bien la scène, imaginez que vous êtes debout, vous déboutonnez votre jean, vous défaites votre ceinture, vous baissez la fermeture éclair et laissez tomber le pantalon et votre slip à vos chevilles. Les vêtements reposent de cette manière déconcertante sur le sol forestier. Un bout de tibia dépasse d'une des jambes du jean. Au fond des chaussettes, sous le jean, on trouve les os doigts de pied de Charles. Le plus gros de son squelette est absent, comme le reste de ses vêtements, chemise, manteau et ses chaussures. On ramasse juste le sommet de son crâne à 4 mètres. D'innombrables fragments d'os sont éparpillés tout autour. En bref, c'est comme si Charles avait fondu sur place. C'est la chose la plus bizarre qu'aient jamais vue les Rangers. Contre toute attente, les causes du décès sont jugées naturelles par les experts médico-légaux. Selon eux, Charles n'était pas préparé pour affronter un climat très rigoureux. Il serait tout simplement mort de froid. Et les rongeurs auraient réduit son squelette en petits morceaux. Une des questions qui taraudent les Rangers est de savoir où sont passées les chaussures de Charles. Durant leur carrière, ils ont eu l'occasion de récupérer des dizaines de corps dans le parc. D'habitude, ils trouvent toujours leurs chaussures ou leurs bottes. Elles sont indispensables en forêt. Les animaux ne les emportent pas. Et vu les matières qui les composent, elles mettent un siècle avant de se dégrader. Dans le cas de Charles McCullagh, on ne les a jamais trouvées. La thèse de l'hypothermie ne convainc pas tout le monde, à commencer par le père de Charles. Monsieur McCullagh est convaincu que son fils a été assassiné et volé. La preuve, selon lui, est qu'on n'a jamais retrouvé ses équipements photos ayant plus de valeur. Mais ça n'est qu'une intuition. Aujourd'hui encore, nul ne sait quelles ont été les dernières heures de Charles McCullagh. Voilà, je vous ai présenté les faits, maintenant on va passer à la partie commentaires. À première vue, l'histoire de Charles McCullagh semble n'être qu'un triste fait divers de plus. Adepte de l'autostop, aurait-il fait une mauvaise rencontre? Les autostompeurs sont en effet une population à risque. Pour ne citer qu'un seul exemple, Randy Stephen Kraft, surnommé le Freeway Killer, le tueur de l'autoroute, a été condamné pour avoir violé, torturé et tué au minimum 16 autostoppeurs entre 1972 et 1983, notamment dans l'Oregon. 2 détails suggèrent que Charles a pu rencontrer un prédateur sexuel. Son pantalon déboutonné et sa fermeture éclair baissée. On peut très bien concevoir qu'un tueur en série ait pu violer et tuer Charles après l'avoir pris en stop. Il aurait ensuite abandonné son cadavre aux animaux sauvages dans le parc national de Crater Lake. Cependant, cette théorie ne tient pas la route pour 2 raisons. Tout d'abord, les serial killers sont très organisés et minimisent la prise de risque. Sachant qu'une seule route mène à Crater Lake, un psychopathe ne se serait pas enfoncé à 20 km à l'intérieur du parc. Ça aurait été le meilleur moyen de se faire repérer par les Rangers. Il se serait plutôt débarrassé du corps hors du parc, au bord d'une route secondaire par exemple, afin de pouvoir prendre rapidement la fuite. Mais la plus grande faille de ce scénario est qu'un tueur n'aurait tout simplement pas pu accéder à Baby Creek, où on a trouvé Charles. C'était techniquement impossible de circuler dans le parc à cause de 2,50 m de neige. Même à motoneige, un homme aurait coulé dans la poudreuse. Certains ont émis l'hypothèse que le jeune photographe aurait été tué par un ours noir. Des cas d'attaque ont déjà été observés à Crater Lake. Mais c'est ridicule, car les plantigrades hivernent au mois de janvier. Concernant l'absence des vêtements de Charles, les spécialistes l'expliquent par un phénomène appelé déshabillage paradoxal. Lorsque la température corporelle baisse en dessous de 35 degrés, l'hypothermie démarre. On grelotte, on se raidit et on a du mal à se mouvoir. Si la température chute encore, les fonctions vitales ralentissent. On se sent confus, désorienté, comme sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. En cas d'hypothermie sévère, le corps humain envoie du sang chaud vers les extrémités dans le but de réduire les pertes de chaleur. Mécanisme surprenant, le cerveau envoie un faux message à l'individu qui ressentirait une bouffée de chaleur. Et paradoxalement,
serait tenté d'enlever ses vêtements, ce qui ne ferait qu'aggraver son cas. À partir d'un certain stade, l'hypothermie entraîne la perte de connaissance et la mort. Charles aurait-il été affecté par ce syndrome de déshabillage paradoxal? Quelle que soit la cause de la mort de Charles, naturelle ou criminelle, rien ne permet d'expliquer la disposition curieuse de ses vêtements sur le sol. Et surtout, comment il a pu rallier Baby Creek sans chaussures, il faut le rappeler. Pour terminer, et sans trop empiéter sur la partie 4 du livre, donc la partie dans laquelle je développe tout un tas de théories alternatives, il faut que vous sachiez que si Crater Lake est l'un des plus beaux parcs nationaux des États-Unis, c'est un lieu considéré comme maléfique par les Amérindiens qui vivent dans la région. La zone de Crater Lake est vraiment très étrange, et les noms des quelques îles du lac sont assez évocateurs. Jugez plutôt. Wizard Island, l'île du sorcier. Ghost Ship, bateau fantôme. Une formation rocheuse sur le pourtour du lac s'appelle Devil's Backbone, la colonne vertébrale du diable. Les tribus indiennes, Klamath et Modoc, ne vont jamais à Crater Lake, parce que pour elles, il est habité par des esprits démoniaques et les gens y disparaissent. Et il faut le reconnaître, ça n'est pas faux. Depuis le 19e siècle, de multiples personnes se sont vaporisées dans le secteur, notamment des photographes. En 1911, un certain Bibi Bakowski a disparu juste après avoir photographié le lac sous la neige, exactement comme le jeune McCullough. En 1956, un touriste est mort en essayant de photographier Ghost Ship. Et depuis 1927, une douzaine de personnes ont perdu la vie en glissant sur les portes bordant le lac. Plus étonnant encore, il semblerait que beaucoup de bateaux aient coulé dans les eaux insondables du lac. Même chose dans les airs. On ne compte plus les hélicoptères et les avions qui se sont crashés dans le coin. Citons entre autres un bombardier torpilleur Grumman de l'US Navy en mai 1944 et un avion de tourisme Cessna en 1978. Les sceptiques n'y verront bien sûr qu'une banale série d'accidents et rien de surnaturel. On dit notamment que les eaux du Crater Lake sont tellement pures que le ciel s'y reflète et qu'on peut confondre le ciel avec le sol, et ce qui tromperait les aviateurs. Mais ça n'est pas terminé. Le célèbre Bigfoot aurait également été aperçu aux abords du Crater Lake. Des rangers sont témoignés avoir suivi dans les bois une grande créature sombre à l'odeur nauséabonde qui leur aurait jeté dessus des pommes de pin. Et pour compléter le tout, des lumières étranges sont fréquemment rapportées dans le ciel. En février 1997, un pilote de jet privé a rapporté avoir vu des avions de chasse poursuivre des ovnis au-dessus du lac. Le Crater Lake est-il réellement hanté ou maudit? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude, mais c'est assurément l'un des endroits les plus mystérieux des USA, ce qui contribue à donner une saveur encore plus énigmatique à la disparition de Charles McCullough. Voilà, chers